Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va revenir sur le Tour de la Provence avec un petit peu de retard et puis on parlera également de la Classica Almeria en toute fin de vidéo, cette course espagnole. Je pourrais la comparer un petit peu à Paris-Bourges dans l'idée. Vous savez, c'est ces classiques qui se découpent en deux parties, c'est une première partie avec quelques côtes et puis ensuite c'est un peu une course-poursuite pour aller rechoper l'échappée sur des portions de plat. Alors là vous rajoutez en plus que ça se déroule le long du littoral espagnol. Mais on va commencer tout de suite par le Tour de la Provence qui s'est déroulé donc de jeudi à dimanche. Ça s'est fini le 14 février avec la victoire d'Ivan Sosa, le coureur d'Ineos, devant Julien Lafilippe et Egan Bernal. On va bien entendu voir les tops, les flops également du côté du sprint, de la montagne. Et voilà, il y aura beaucoup de choses à dire sur cette course. Déjà, ce que je voulais dire en avant-propos, pour faire un petit peu comme dans les livres, c'est qu'on a eu un beau plateau quand même sur ce Tour de la Provence, un peu comme l'étoile de Bessèges. Les courses françaises cette année ont vraiment attiré de nombreuses équipes, alors beaucoup de World Tour, et puis également des équipes, on va dire, de deuxième division, de troisième division qui ont joué le jeu, comme Delco, comme même Saint-Michel, Aubert 93, qui ont vraiment joué le jeu. Donc ça, c'est vraiment une très très belle chose. Ou même l'équipe Roubaix-Lille Métropole qui a été dans quelques échappées, même si Roubaix-Lille Métropole, quand on voit un petit peu le potentiel de cette équipe, quand on voit les coureurs qui sont à l'intérieur de cette équipe, on pourra se dire ils mériteraient quand même de parfois jouer un peu plus leur carte sur des étapes de sprint, parce qu'ils ont quand même quelques bons sprinteurs francophones dans cette équipe. Par contre, gros point noir, alors on a eu un beau plateau, on a eu quand même une course un peu moins animée qu'à l'étoile de Bessèges. Souvent on a eu des parcours en fait assez stéréotypés, c'est-à-dire que par exemple l'étape numéro 3 qui arrivait au Chalet Renard, on savait très bien que la différence allait se faire au Chalet Renard, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à partir en échappée ou partir auparavant. L'étape 4 et l'étape 2, on savait qu'il y avait de grandes chances que ça se joue au sprint. L'étape 1 a été un peu plus animée, ça c'est clair et net, avec Calme-Jeanne, avec Alaphilippe par un moment qui sont partis en contre. Ça a été un peu plus spectaculaire dans cette étape-là. Par contre, gros point noir, c'est la sécurité sur les deux premières étapes, où en termes de sécurité, l'organisation n'a pas été au niveau. C'est-à-dire qu'on a eu un beau plateau, mais l'organisation n'a pas été au niveau. L'étape 1, c'est un miracle qu'on n'ait pas eu une énorme chute. C'est un miracle. Les 8 derniers kilomètres, c'était vraiment, vraiment, vraiment très dangereux. Dans les 700 derniers mètres, vous aviez un îlot en béton, un peu comme les îlots il y a ça dans pas mal de villes, pour montrer qu'il y a un couloir de bus, pour différencier le couloir de bus du reste de la route. Donc vous aviez un truc comme ça qui était absolument pas indiqué, mais vous aviez des ronds-points, beaucoup de ronds-points, beaucoup de virages en angle droit, et puis surtout à un moment en fait vous rentriez dans la ville, il y avait un gros rond-point, tu vois, un rond-point genre 2 fois 2 voies ou 2 ou 3 voies, donc au moins on va dire 10 mètres de large, et d'un coup à la sortie du rond-point tu repassais sur une route où il y avait 3 mètres de large, une route qui était vraiment très très étroite, qu'on n'aurait absolument pas utilisée sur un Tour de France, et ça sans aucune indication. Il y avait aussi parfois des couloirs de présélection qui n'étaient pas indiqués, enfin bon. Et sur l'étape numéro 2, dans le final, dans le dernier kilomètre, il y avait 3 dodanes. Je crois que j'ai noté. Donc là aussi, très dangereux quand il y a un sprint d'avoir autant de dodanes. On sait que sur un dodane, on ne peut pas bien maintenir son vélo. Donc quand vous arrivez à 60 à l'heure, 70 à l'heure sur un dodane, essayez de le faire en bagnole. Non, n'essayez pas de le faire en bagnole. Prenez un dodane un peu vite avec une voiture. Vous allez vous voir déjà qu'il y a une sensation qui est très bizarre et qui n'est pas très agréable. Imaginez avec un vélo encore plus rigide, il n'y a pas de suspension sur un vélo, donc là je trouve que c'est du n'importe quoi, parce que alors on va me dire c'est un petit organisateur, oui, le Tour de la Provence c'est pas les moyens du Tour de France, ça je le conçois, mais dans ce cas là, quand tu sais que tu n'auras pas assez de personnes pour indiquer les difficultés du parcours au niveau technique, eh bien tu fais des arrivées moins complexes. Là, l'arrivée de la première étape sur le Tour de France, on ne l'aurait pas faite. Parce que trop technique. On n'aurait pas utilisé cette arrivée-là. C'était bien plus technique, par exemple, que l'arrivée du Tour de France 2020 à Lyon. C'était plus technique.
Pourtant, cette arrivée-là, il y avait des petits éléments quand même. Fallait traverser Lyon pendant 15 km. C'était moins technique que là, l'arrivée qu'on a vue dans les 8 derniers kilomètres, et ça a été un miracle. Et moi, je suis totalement d'accord avec les coureurs qui sont pleins de la sécurité. Parce que c'est vrai que l'UCI a quand même bassiné la semaine dernière sur la sécurité avec l'interdiction de la position Mohoric et la position contre la montre sur un vélo de route classique. Je trouve que ça aussi, c'est plus dangereux pour les coureurs que ce type de position, que la position, les bras qui sont pas sur les cocottes de frein, quoi. Donc à un moment, il faut être aussi raisonnable du côté de l'UCI. C'est bien de demander aux coureurs d'avoir un comportement peut-être un peu moins dangereux. Et encore, la position Mohoric, je suis d'accord. Sur l'autre position, absolument pas. Dans ce cas-là, il faut que l'UCI également soit impardonnable au niveau de la sécurité. Bon, on passe aux coureurs français. Du côté des coureurs français, alors toujours pas l'affichage parce que j'ai pas eu le temps de récupérer les mini maillots et je sais même pas si l'UCI, j'ai pas regardé depuis en fait l'étoile de Bessèges si sur l'UCI il y avait les maillots qui étaient correspondants aux équipes. Moi j'ai envie de mettre bien entendu Julien Alaphilippe parce que Julien Alaphilippe a été animateur de cette course. Comme souvent, il aime bien faire ça quand il n'est pas totalement sûr de sa forme, de partir, d'être énormément à l'attaque. Donc c'est pour ça que le premier jour on l'a vu dans une échappée. C'est quelque chose qu'il aime faire. Moi je me souviens il y a 2 ans, avant le Tour de France sur le Dauphiné, il avait fait énormément d'échappées. Quand il n'est pas sûr de sa condition physique, quand il sait qu'il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire, il aime bien partir dans des échappées assez régulièrement. Donc c'est ce qu'il a fait. Pour également saluer le travail de Maury Van Sevenant dans l'étape du Chalet-Renard, parce qu'il a fait un gros travail. Assez surprenant ce Maury Van Sevenant. Pour tout vous dire, je l'avais découvert l'année dernière lors de la Flèche Wallonne, où il avait remplacé Julien Alaphilippe. Je trouve ce coureur très intéressant. Il est encore très jeune, peu d'expérience au niveau professionnel, mais je peux vous dire qu'il a un sacré coffre. Voilà. C'est un coureur qui, je pense, est un petit peu comme De Rent, quoi. On sent que c'est un infatigable coureur. Comme il y en a quelques-uns chez De Coninck, quand tu vois d'autres coureurs de cette équipe. Mais lui, il est assez impressionnant quand même. En montagne, il est pas mal, Van Sevenant. On n'en parle pas énormément parce que c'est vrai que chez De Coninck, quand t'as Remco Evenepoel, quand t'as également le petit portugais Oliveira, c'est quand même assez costaud aussi et Almeida plutôt qu'Oliveira. Puis je me disais bien que c'était pas Oliveira du tout, j'avais oublié son nom, mais c'est vrai que Maury Van Sevenant, c'est assez intéressant. C'est un coureur qui a beaucoup de potentiel. Alors peut-être pas sur les grands tours, mais sur les classiques, c'est quand même un coureur qui l'année dernière sur la Flèche Wallonne avait quand même fait un sacré numéro. Qui a quand même emporté un contre-la-montre sur la semaine copiée Bartali, alors contre-la-montre par équipe. Non, c'est un coureur qui a du potentiel. Deuxième année chez De Coninck, parce que il était chez les jeunes. Chez les jeunes, il a remporté le Tour de la Vallée d'Aoste, 5e du Grand Prix de la Paix, 4e du Grand Prix des Nations, 2e d'une étape du Tour de l'Avenir, 5e du Tour de Lombardie, du petit Tour de Lombardie, le Piccolo Lombardia. Donc c'est un coureur qui a beaucoup de potentiel. Et moi j'ai trouvé très intéressant. Du côté de Julien Alaphilippe, il n'y a pas grand chose à dire. Il finit à 18 secondes. Il se fait un peu piéger par l'attaque d'Ivan Sosa. Après, Egan Bernal joue bien le travail d'équipe et a absolument fait le travail. Wout Poels c'était un peu court. Mais voilà, très, très bonne semaine. Et il faut quand même dire que Maury Van Sevenant, j'en parlais, finit 8e du classement général. Devant des mecs comme Vlasov, comme Barguil, comme un Dylan Teuns également, donc comme un Ben O'Connor. Donc vraiment intéressant de la part de ce jeune coureur belge et de Julien Alaphilippe, là de Coninck qui a fait une belle course. On continue avec Nasser Boigny. J'ai trouvé plutôt en forme Nasser pour un mois de février. C'est pas forcément là où il est le meilleur, le mois de février. Boigny, on l'avait gagné une course l'année dernière, une étape sur le Tour de la Provence, je crois me rappeler, mais c'est pas forcément là où il est le meilleur. Je trouve moi qu'il est meilleur à partir de mai, juin, quand il a une quinzaine de jours de course dans les pattes. Dommage sur l'étape 4, mais pour moi Ballerini est pas en faute. J'ai regardé le sprint 3-4 fois.
Je vois pas Ballerini changer de voie en fait. À partir du moment où il lance son sprint, donc pour moi il n'y a pas de danger et je pense qu'il y avait un petit peu de place pour Boigny. Parce que là je pense qu'il pouvait finir deuxième dans cette étape-là. Je l'ai trouvé pas mal également sur l'étape 1, un peu plus en difficulté sur l'étape 2, c'est un petit peu dommage. Pas toujours très bien emmené encore, hein. Je trouve que... Alors, le train s'est amélioré, mais il s'est retrouvé souvent en tête de peloton trop tôt, Nasser Boigny. Par exemple, sur l'étape 4, il est en tête du peloton à 4 bornes de l'arrivée. C'est trop tôt. Quand ton train se lance à 4 bornes et qu'ils sont plus que 3 ou 2 ou 3, tu sais que tu vas pas tenir jusqu'au bout. Et ça s'est déroulé déjà quelques fois. Donc il va falloir régler ce problème-là. Mais bon, on est qu'au mois de février aussi. Donc il y a encore un petit peu de temps pour travailler ça. Mais voilà, il va falloir régler ce petit problème de timing pour l'équipe Arkea. Dernier coureur que je voulais féliciter, saluer, c'est Stéphane Rossetto. Stéphane Rossetto, qui finit, je l'ai vu, il était dans le top 42, voilà, de cette course. Que dire de Stéphane Rossetto? C'est bien qu'il a retrouvé une place dans une équipe, certes continentale. Moi, j'ai pas compris son éviction de la Cofidis. Parce qu'il avait fait un très très bon Giro, je trouve. Il avait réussi à se classer dans le top 20 de certaines étapes de montagne sur le Giro. Je l'avais souligné même pendant mon Giro. C'est vrai que Cofidis le vire de manière assez... pas de manière très sympathique, on va pas se mentir. Alors, c'est toujours le management à Cédric Vasseur. On a parlé assez régulièrement. Moi, je suis pas fan. Après... là, il fait 17ème de l'étape du Chalet-Renard. Pour moi, il a des capacités en montagne qu'il ne connaissait pas, dont il ne se doutait pas, je pense, il y a encore quelques années. Mais bon, quand tu as passé quasiment plus de 5 ans chez Cofidis, se faire virer de cette manière, c'est quand même un petit peu triste. Surtout qu'à une époque, c'est lui qui apportait les meilleurs résultats de cette équipe. Bon, c'est dommageable. Il revient chez Aubert 93. Il avait déjà fait 2 ans chez Aubert 93. Il avait remporté les boucles de la Mayenne même à l'époque dans cette équipe. On attend de lui des bons résultats en fait, hein. Et puis ça montre que cette équipe est intéressante. Moi je trouve qu'elle a peut-être encore franchi un cap. C'est vrai qu'avant les équipes françaises de Continental n'étaient pas forcément d'un très très grand niveau, et là j'ai trouvé que vraiment depuis un an ça va beaucoup mieux dans ces équipes-là. Plus-moins des coureurs qui ont été peut-être un petit peu moyens sur cette course. Arnaud Desmar du côté des Français. Warren Barguil. Warren Barguil, il était vraiment à la peine sur l'étape de Chalet-Renard. Encore une fois, après on est au mois de février, c'est pas non plus encore très inquiétant pour lui. Je pense que ses objectifs vont plus sur les classiques ardennaises cette année pour Warren Barguil, et puis il sera là pour épauler Nairo Quintana sur le Tour de France. Du côté d'Arnaud Desmar, pas toujours très bien emmené, hein. Sur l'étape 4, il peut pas jouer le sprint. Sur l'étape 1, il est tombé sur du grand Ballerini aussi. Voilà, il en manque un petit peu à chaque fois. Les coureurs qui m'ont un petit peu déçu, Brian Cocard, je le trouve pas excellent depuis le début de saison. Déjà sur l'étoile de Bessèges, j'avais pas trouvé incroyable. Depuis sa 3e place en fait sur le Grand Prix La Marseillaise, je le trouve pas dingue. Brian Cocard, il y a toujours un problème de placement sur les sprints avec ses équipiers. Il a un train, je sais pas si c'est un problème avec le train, si c'est lui qui sait pas organiser l'équipe devant lui, mais c'est comme s'il se démerdait seul. Et puis après il y a des sprints où c'est l'étape 1 par exemple, il se fait avoir à un moment par un terre-plein central et il perd toute chance de jouer son sprint. Sur l'étape 2, moi je l'ai pas vraiment vu, et sur l'étape 4, il est pas très bien placé, il démarre son sprint de très loin, il démarre son sprint, doit être 10ème. Alors, et puis j'ai pas trouvé non plus sur l'étape 4 j'ai une connerie, il est plutôt bien placé, il se place plutôt bien seul, même si à un moment il se fait un peu fermer la porte aux 800 mètres, je crois. Mais Brian Cocard, je l'ai trouvé aussi un petit peu en manque de peps au niveau du sprint, ou est-ce que c'est le début de saison? C'est vrai que Brian Cocard, alors il y a une année, il avait été pas mal sur l'étoile de Bessèges.
c'est pas forcément non plus le grand spécialiste des débuts de saison, des mois de février-mars. On le voit plutôt performant un peu plus tard, donc il faudra voir ce que ça va donner du côté de Brian Cocard. Et puis bien entendu, vous savez que c'est dans mon contrat, si je ne parle pas de Total Direct Energy et si je ne dis pas du mal de Total Direct Energy, après vous êtes déçus. Bon, on m'avait posé la question sous la vidéo de présentation de Total Direct Energy, ce que je pensais de la composition d'équipe de cette formation pour le Tour de la Provence. Et j'avais dit, bon, j'en pensais pas du bien. J'avais dit quand t'embarques 2 coureurs de montagne, 2 coureurs un coureur pour emmener un coureur de sprinter et des baroudeurs, tu peux pas faire de grands résultats. Bon, ça n'a pas manqué. Hop là, je vais revenir sur le bon écran. All Team de Total Direct Energy sont tout en bas. Bon, le meilleur coureur de l'équipe, c'est Vuillermoz devant De La Partey, mais ils finissent quand même 28e et 41e, donc juste devant De La Partey, et juste devant Rossetto. Et puis après, Bonifacio a jamais été très performant sur les sprints, je crois qu'il prend une 8e place. Je trouve ça incroyable. Il a jamais été emmené par Julien Simon. De ce que j'ai vu, moi, c'était Godin qui faisait plutôt le travail. Bon, Fabien Grelier, c'est une blague quand même, Fabien Grelier. C'est l'étape 3 où il part en échappée avec Jérôme Cousin. Bon, déjà pourquoi c'est De La Partey en échappée? Je sais pas, moi j'aurais mis De La Partey ou Vuillermoz qui avait déjà perdu un peu de temps ou qui n'était pas en très grande forme. Pourquoi t'embarques ces 2 coureurs-là pour partir en échappée pour ensuite se faire... pardon, c'était Godin, c'était même pas Grelier, c'était Godin qui était dans l'échappée avec Jérôme Cousin dans l'étape 3 pour se faire démonter la gueule, quoi. Tu prends les 2 mois à l'aise en montagne pour faire ce type de choses. Bon, surtout que Cousin était déjà parti en échappée la veille. Fabien Grelier, il était alors Fabien Grelier, Julien Simon, si des personnes les ont vus avec Victor De La Partey pendant cette course, il faudrait nous faire signe. Il faudrait que je lance une adresse mail. Si vous trouvez les teams Total Direct Energy très bons @gmail.com, faudrait que je lance ça peut-être un jour. Parce que Grelier, on l'a pas vu, hein. Porté disparu, on l'a peut-être vu en train de chercher des bidons à un moment. Mais moi j'adore à chaque fois Jean-René Bernaudot quand il met en avant ses coureurs, parce qu'il nous dit à chaque fois Burgodeau l'année dernière c'était limite Cadel Evans, quoi. Quand tu vois les vidéos de l'équipe Total Direct Energy, c'est toujours marrant. On nous dit oui ça sera un futur grand Burgodeau, il a 21 ans, mais le mec il a jamais rien branlé en amateur. Comment veux-tu dire qu'il va nous gagner une étape du Tour de France, quoi? Alors, je sais bien qu'il y a des cas comme Calmejeanne, mais Calmejeanne avait fait quelques résultats quand même en amateur. Là, putain, Burgodeau, c'est une blague. Grelier, mais bon, c'est pas comme si avant il y avait eu Tony Hurel, un petit peu aussi très très calme. Romain Cardis également chez Saint-Michel maintenant. Je suis pas convaincu par les performances de cette équipe. On va passer assez vite aux coureurs au top. Du côté des coureurs étrangers, moi j'ai mis Ballerini qui a été très très fort sur les 2 premières étapes. Davide Ballerini, vraiment très 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 bon. J'ai trouvé vraiment quand tu bats Démarre sur un sprint tout plat, c'est que t'es quand même costaud, et surtout il le bat à la régulière, hein, sans être extrêmement bien placé par son équipe. Et ça montre également un sprinter en confiance, c'est que même si son train est pas totalement opérant, il a fait des très très bons sprints. Et je trouve que Ballerini va falloir s'en méfier en 2021. Parce que l'année dernière sur le Giro, sur l'étape 4, il est quand même sacrément costaud ce jour-là face à Démarre. Et il aime bien, il commence à être de plus en plus fort sur les sprints. Alors je te dis pas sur les classiques flandriennes, parce qu'il est bon sur les sprints, il passe bien les côtes, il roule bien sur les pavés. Il est intelligent tactiquement aussi, Ballerini. C'est peut-être le futur crack des flandriennes qu'on est en train de voir, Davide Ballerini. Moi j'aime bien ce coureur, je vais vous dire. Je l'avais connu en 2019. Je sais plus sur quelle course je l'avais repéré. Je l'avais repéré en 2019. Tac. Ouais, ça devait être les championnats d'Europe. Ça me dit quelque chose aux championnats d'Europe. De l'avoir vu en 2019. Ça devait être c'était la Bruxelles Cycling Classic. C'était la Bruxelles Cycling Classic où je l'avais trouvé très bon.
Ouais, il avait fait quatrième. Il est très bon au sprint, très bon sur les courses d'un jour. Peut-être un futur crack. Il a que 26 ans en plus, mais il a pas mal bourlingué. Quand on voit, il a été chez Tinkoff, chez Androni, chez Astana également. Donc c'est un coureur qui a pas mal bourlingué déjà Ballerini, mais il est très intéressant. Qui c'est donc que j'avais mis J'avais mis Sosa. Oui, je l'ai trouvé. Bah, il a quand même été pas mal, Sosa. Hein. Il bat Egan Bernal. Va falloir s'en méfier. Sosa, c'est que ça va encore être compliqué à gérer pour Ineos. Hein. Tu rajoutes Sosa à tous les coureurs qui sont ultra performants. Alors Sosa, je l'ai jamais trouvé extrêmement bon encore sur véritablement les courses de 3 semaines. On a toujours l'impression qu'à un moment il est un peu moins bien sur les courses de 3 semaines, mais c'est quand même un gars qui a remporté 2 fois le Tour de Burgos, donc là le Tour de la Provence, le Sibiu Cycling Tour, Adriatica Ionica. Non, c'est un coureur qui est très intéressant. 4 étapes du Tour du Burgos, le Grand Piemonte. Enfin, voilà, c'est quand même un coureur costaud qui est jeune, encore 23 ans. Qui a été dans l'équipe Sky, dans l'équipe Sky, oui, il était déjà là, mais chez Androni également. Donc il aime bien les courses italiennes. Et il est très très bon, je trouve, en montagne. C'est vraiment un bon grimpeur. Là, il est sorti de loin. En plus, il a l'avantage d'être tout petit. Il fait 1m68, il est même encore plus petit que Bernal. Hein. Et là, je vois son poids, 58 kg. Hein, donc ouais, parce que Bernal fait 1,75. Donc il a l'avantage, c'est que lui en plus il peut développer encore sa puissance, parce qu'à 58 kg il est très léger, donc c'est un avantage forcément en montagne, mais très bon sur le Tour de la Provence au Chalet Renard, où je suis pas sûr qu'il aurait été rattrapé par Julien Lafilippe. Bien entendu, on peut mettre également Egan Bernal. Moi j'ai mis Wout Poels, qui je trouve est de mieux en mieux. L'année dernière, il avait un début de saison compliqué au mois d'août. C'était pas facile. Il avait bien fini sur la Vuelta. Bah là, il redébute bien chez Bahreïn. C'est vraiment un coureur sur lequel il va falloir compter, je pense, cette année. Wout Poels, parce qu'il finit quand même devant Conrad, Mollema, Vlasov également, Paré-Peintre. Donc c'est un coureur qui montre qu'il est déjà performant. C'est un coureur qui aime bien aussi les conditions fraîches. On se souvient de sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Également Wout Poels, mais faire attention à lui. C'est un coureur qui est très intéressant. On va passer aux coureurs qui m'ont un peu déçu. C'est les deux équipes qui m'ont déçu. C'est Astana, qui ont été souvent à l'avant du peloton, mais qui au final n'ont quasiment rien fait. Leur meilleur coureur, c'est Vlasov qui est 10e. Je l'ai trouvé quand même un petit peu décevant au Chalet Renard. Et les autres coureurs ont été vraiment peu performants. Lutsenko, je ne l'ai pas trouvé incroyable, simplement 20e, alors que c'est plutôt un coureur qui débute bien ses saisons, Lutsenko. Et puis Yann Izagirre, les frères Izagirre également 30e et 31e, qui normalement aussi sont plutôt bons en février et en mars. On se souvient de leur Paris-Nice il y a 3 ans, l'année de Solaire. Et puis Movistar également, parce qu'on attendait quand même un petit peu Henrik Mas, et qu'Henrik Mas finit, alors là, dans les fins-fonds du classement. Bien entendu, je n'ai pas le bon classement. Henrik Mas finit 85e, donc pas du tout en jambes. Le fait d'avoir fini tardivement sa saison l'année dernière sur la Vuelta, ça va peut-être avoir des conséquences pour certains coureurs sur le début d'année. Parce que c'est vrai que quand tu finis mois de novembre, c'est quand même extrêmement rare, ta saison cycliste, et en étant au top de ta forme, parce que c'était la Vuelta derrière, ça peut être un petit peu compliqué derrière pour embrayer, surtout qu'il a fini la Vuelta fatigué, donc ça va être un petit peu compliqué, j'ai l'impression, pour lui. On finit avec un petit tour sur la Classica Almeria, juste pour vous dire que Nizzolo a fait un très très gros sprint sur cette course, il a été très très performant, je l'ai trouvé vraiment bien. J'ai bien aimé également ce qu'a fait Florian Sénéchal, parce que De Koninck a été pas mal embêté dans les 20 derniers kilomètres avec 2 chutes, une pour Odeg, une également pour un problème technique pour Cavendish, c'était pas une chute, donc voilà, c'était pas mal compliqué. Puis la belle performance également de Timothée Dupont 5e, qui continue sur sa lancée de l'étoile de Bessèges, où il avait remporté l'étape numéro 2. Les coureurs qui ont été un petit peu décevants, Marc Sarrou, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux, surtout qu'il y a quelques sprinters qui avaient été pas mal embêtés, mais pas très très bien emmenés. Et puis Fernando Gaviria aussi, j'ai l'impression que c'était pas forcément le leader Gaviria sur ce sprint. J'ai l'impression qu'on misait également peut-être sur
Je crois que c'était Christophe qui était présent. Tac, 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 que je regarde UAE Team Emirates. Non, non, c'était lui qui était le leader normalement, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Il y avait rien, pas très bien lancé. Faut savoir que j'ai vu que les 30 dernières minutes de la course qui sont disponibles sur YouTube en commentaire espagnol. Et les commentateurs espagnols, on peut dire que c'est du niveau de Thierry Adam, voire Thierry Adam -2. Parce qu'il y a un moment, il y a la chute avec Garcia Cortina. Donc qui est quand même qui était l'un des favoris aujourd'hui, Garcia Cortina de la Movistar. Eux, ça les émeut pas plus que ça. On sent la chute alors qu'il est espagnol, que c'est quand même des commentateurs espagnols. Non, ils s'en branlent un petit peu. Ça va faire un petit peu rire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Et puis surtout, nous on se retrouve pour du cyclisme encore sur la chaîne. Allez, ciao ciao.